Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Eh bien, bonjour Geoffrey, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Geoffrey, bonjour Romain. Ah, ça fait taquet aujourd'hui, c'est bien. Ça va. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de perma-entreprise. Qu'est-ce que la perma-entreprise? Mais qu'est-ce que la perma-entreprise? Perma-entreprise, donc vous avez reconnu le début, juste avant entreprise, de perma, qui est souvent associé à quoi donc? Permaculture. Eh oui, à la permaculture. Eh ben, il y a un lien, et c'est normal, et merci Jean-Philippe de l'avoir souligné. Ce lien, en fait, c'est... alors, qu'est-ce que c'est que la perma-entreprise? En fait, la perma-entreprise, c'est un modèle de développement d'entreprise qui est donc basé sur les principes de permaculture, c'est-à-dire l'idée, c'est de s'inspirer de ce qu'on fait en permaculture et de voir dans quelle manière ça peut se transposer à l'entreprise. Alors déjà, pourquoi on aurait envie de faire ça? On peut se poser la question, après tout, pourquoi? Moi, mon avis à moi, c'est quand même pas mal de convictions personnelles. C'est-à-dire qu'on peut très bien, évidemment, diriger l'entreprise, développer et construire une entreprise purement sur le modèle juste économique. On a les preuves partout ailleurs, tous les jours. Après, il y a un moment où finalement on se dit mais est-ce que l'entreprise peut pas servir aussi à autre chose, peut-être plus dans le bien commun, et notamment à agir sur les volets comme la société en tant que telle, et puis même sur la préservation de la nature. Enfin, on voit bien que avec le grand succès et les grandes décisions bien drastiques qui ont été prises à la COP26, si on laisse ça uniquement au pouvoir politique, on va pas aller bien loin, quoi. Donc là, le credo finalement de cette perma-entreprise qui a été développée par un monsieur qui s'appelle Sylvain Brezard, c'est que les entreprises ont un rôle à jouer finalement dans la manière dont on va pouvoir maintenant gérer en fait le monde, quoi. Enfin, en tout cas, l'impact qu'elles peuvent avoir un impact sur le monde bien plus efficace que celui des politiques. Je vous présente quand même en quelques mots Sylvain Brezard. Vous allez voir, c'est juste quelques mots. C'est le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Norcis, qui est une entreprise on va dire de développement logiciel. Pour faire très très court, qui a ses spécificités, etc. Ils sont plusieurs centaines, il y a plusieurs agences en France. C'est un des anciens présidents du CJD, du Centre des jeunes dirigeants au niveau national. Donc pour ceux qui l'ont entendu, on a eu l'interview récemment du président de la section parisienne. Voilà, et il est notamment à l'origine du mouvement qu'on appelle performance globale, qui consiste à considérer qu'une entreprise est réussie si elle agit à la fois sur l'économique, mais aussi sur le social, sur le sociétal et sur l'environnemental. C'est-à-dire que pour que l'entreprise soit réussie en tant que telle, il faut qu'elle soit bien notée sur ces 4 critères-là. Voilà, il est à l'origine de ça, et accessoirement, c'est le président de Greenpeace. Ah ouais. Quelqu'un qui est plutôt quand même impliqué, quoi. Voilà, impliqué quand même dans la préservation, etc. Alors, pour autant, la perma-entreprise c'est pas forcément l'idée que Greenpeace peut avoir sur les entreprises. Je tiens tout de suite à faire le distinguo. C'est plus un modèle de développement que ce monsieur a initié. Donc, on va s'appuyer sur la permaculture. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la permaculture, évidemment. C'est un truc qui est né dans les années 70. C'est un moment où on commence à prendre conscience finalement que la planète est finie. Et que toutes les économies basées sur les travaux de Say notamment, qui disent qu'en gros, puisque c'est gratuit, ça coûte rien et donc on peut le prendre autant qu'on veut. Là, on se rend compte que c'est plus tellement vrai. C'est-à-dire que maintenant il y a une ressource limitée et qu'avec la démographie, etc., il y a un moment où de toute façon on va atteindre la limite. Voilà. Donc, et ces 2 Australiens moi je savais pas ça, ces 2 Australiens qui ont lancé la permaculture, Bill Mollison et David Holmgren, qui s'inquiètent eux au départ surtout de la survie des populations. Dans un monde où il y a moins de ressources. Donc, l'idée, c'est évidemment pas de dire il faut plus de production, ou il faut décroître ou quoi que ce soit. On est davantage dans la post-croissance que vraiment dans la décroissance ou dans d'autres modèles comme ça un peu alternatifs. L'idée, c'est plutôt de changer les conditions de production, en se souciant évidemment de la permanence des ressources, d'où le nom. Le perma évidemment vient de permanent. Et comment on fait ça? Évidemment, on vise l'efficacité. On va regarder ce que fait la nature, comment elle interagit, comment se font les différents écosystèmes, parce qu'il y a quand même un truc fabuleux dans la nature, c'est qu'il n'y a pas de déchets. La nature ne produit pas de déchets. Tout sert à quelque chose, se recycle à quelque chose, à un machin, etc. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, au-delà même du mode de production, on va dire que c'est quand même une philosophie. Alors, je peux comprendre que ça parle pas forcément à tout le monde, et c'est basé sur 3 principes. Le premier principe, c'est prendre soin des humains. Le deuxième principe, c'est prendre soin ou préserver la nature. Et le troisième principe, c'est se fixer des limites et partager les surplus.
Ces principes, il y en a deux. D'accord. Et ces principes-là, notamment, qui sont les principes de permaculture, vont être directement, pour le coup, transposés à l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va essayer qui va choisir de se développer en perma-entreprise, c'est un modèle que je vais proposer d'ailleurs chez Nexalsis, je vous tiendrai informé de comment ça se passe, mais en tout cas, je vais le proposer. Ça va être ça. Il faudra que tout ce que l'entreprise fait, évidemment, il y a le volet économique, etc., mais encore une fois, il faudrait qu'il y ait un côté prendre soin des humains. Donc, prendre soin des humains, ça peut être évidemment les clients, ça peut être aussi les gens dans l'entreprise, d'accord. Et si je parle de régénération, par exemple, des ressources, je vais régénérer aussi les gens dans l'entreprise. Il faut qu'ils aient du temps pour se reposer, il faut qu'ils aient du temps, s'ils sont créatifs, pour passer, vous voyez, régénérer tous ces trucs-là, quoi. Il va falloir que l'entreprise prenne soin, préserve l'environnement. Donc là, on est sur des trucs qui sont peut-être un peu plus connus, mais pas forcément plus appliqués, mais sur évidemment l'impact écologique qu'on peut avoir, le bilan carbone, ce genre de choses. Et le troisième, qui pose question à beaucoup d'entrepreneurs, et ça se comprend évidemment, c'est quand on parle de fixer des limites et de partager les surplus. Alors, partager les surplus encore, ça s'entend des fois, il y a pas mal de boîtes où ils disent ouais, bon ok, on va prendre un certain pourcentage et puis ça va être redistribué chez les salariés, ça va être etc. Par contre, se fixer des limites, c'est pas un langage en général qu'on a l'habitude d'entendre quand on fait une entreprise. Parce que l'idée là, c'est clairement de se dire, est-ce que j'ai la possibilité d'aller sur un marché, est-ce que j'y vais ou pas, est-ce que je décide de pas y aller, alors que je pourrais. Je peux avoir de la croissance en prenant ce gros client, mais finalement, je vais pas le prendre parce que prendre ce gros client, ça veut dire que certes, je vais avoir de la croissance, mais ça va être au prix de, etc., et peut-être de dégradation dans les autres principes. D'accord. Donc il y a cet arbitrage-là qui est nouveau. Donc il y a peut-être une notion de plus de développement en croissance en conscience, on va dire. Exactement, de croissance raisonnée, de croissance en conscience, et de savoir pourquoi on fait les choses et de telle manière. Et si on décide de les faire de telle manière. Pour la bonne raison. Voilà, ça soit pour la bonne raison et que l'impact continue à être positif dans les autres. Parce que ce qui va se passer en perma-entreprise, c'est que les trois principes que je vous ai cités sont indissociables. Il n'est pas question d'en choisir un et de pas agir sur les autres. Ou d'en faire un à fond et les autres à moitié. Non, on fait tout au même niveau et l'idée c'est d'y aller. Surtout. Donc, il y a quand même un engagement, hein, je comprends encore une fois, ça c'est pas forcément pour tout le monde, encore que, à mon sens, ça peut aller justement que dans le bon sens. Parce que la différence peut-être avec les années 70 aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on va dans le mur. Je veux dire, on le sait. Alors je vais pas faire non plus, je vais pas vous refaire tous les rapports du GIEC, mais si je prenais un parallèle avec peut-être une vidéo que vous avez vue sur les réseaux sociaux récemment où il y a un dinosaure qui vient parler à l'ONU, je veux dire, le dinosaure il le mentionne à un moment, il dit on excuse quelque part, on avait une météorite qui nous arrivait sur la gueule. Moi je trouve qu'on est un peu dans la même situation, sauf que là on sait que la météorite elle arrive. On sait qu'elle arrive mais on bouge pas. C'est-à-dire que et la COP, on l'a vu, hein, quel que soit le bord politique de quel on soit, c'est du poker menteur. C'est il bouge pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Si j'y vais, qu'est-ce qu'il va faire derrière? Et donc finalement personne ne bouge quoi. Donc on peut plus trop aller là-dedans. Le credo de cette perma-entreprise, c'est de se dire les entreprises sont partie prenante de la situation. Le problème, c'est que maintenant, beaucoup finalement suivent une espèce de conformisme, et c'est dommage parce que une entreprise, c'est quelque chose qui peut aller très vite. Même sur les grosses entreprises, comparé à des décisions qui peuvent être politiques, l'entreprise peut aller beaucoup plus rapidement. Elle sait faire vite, elle a des talents pour le faire, elle a ressources, elle a les moyens. Elles peuvent vraiment devenir ces forces de changement qu'il nous faut, quoi. Et donc, ce modèle appliqué à l'entreprise, finalement, c'est d'essayer de faire en sorte que l'entreprise fasse tout ce qui est en son pouvoir pour laisser une terre qui soit habitable aux humains d'aujourd'hui et ceux des générations qui suivent. Quand même, c'est quand même ça qui est un peu au départ. Donc, le développement, j'y reviens pas, c'est vu par différents rapports qu'il y a un creusement des inégalités, il y a une dégradation de la biogénérescence, une accélération du dérèglement climatique, parce que le réchauffement, ça va pas forcément être réchauffé partout, mais enfin, en tout cas, ça sera plus tout à fait pareil. Donc, l'idée, c'est de se dire, en adoptant finalement ces trois principes, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner une entreprise qui va essayer d'avoir une production efficace, utile aux humains, qui nuise pas à la planète et qui fasse un usage sobre et encore mieux régénératif des ressources. Et aussi partager évidemment partager équitablement, je vais y arriver, les ressources. Alors que vous dire là-dessus? Donc les trois principes éthiques, donc le premier, prendre soin des humains. Je vais aller plutôt sur l'usage sobre et régénératif des ressources. Encore une fois, j'insiste, ça peut être l'énergie. Où est-ce que je prends mon énergie? Alors si je suis dans l'industrie, je consomme un max d'énergie. Est-ce que finalement mon énergie elle vient du charbon? Est-ce qu'elle vient du renouvelable? Est-ce qu'elle vient du nucléaire? Quel mix? Je peux avoir un choix là-dessus, hein. En tant que fournisseur d'énergie, je peux choisir mon fournisseur d'énergie.
Si on est en télétravail, c'est pareil, on peut se dire, finalement, on va prendre en charge la consommation d'énergie ou tel truc, et peut-être qu'on va passer sur du renouvelable, pardon. Voilà, ça peut être la régénération des ressources humaines et aussi la régénération financière. Qu'est-ce que je peux développer comme produit ou comme service qui va finalement régénérer l'argent quelque part que j'investis dedans. On peut voir ça aussi comme ça. Et on va se doter d'objectifs d'impact exigeants pour mesurer un peu tout ça. Alors, les objectifs d'impact, il y en a un paquet, il y en a 23 dans le modèle. Oh. Ça veut dire que si vous allez en perma-entreprise, il va falloir respecter in fine 23 objectifs d'impact qui couvrent ces 3 principes éthiques. Alors, vous avez le droit d'en faire plus, pas en faire moins. D'accord, c'est un peu, si vous voulez, le label, entre guillemets, c'est pas vraiment un label, mais si vous voulez pouvoir vous dire perma-entreprise, il va falloir vous aligner sur les 23, et je rappelle que c'est les 23, les 3 principes sont indissociables, il s'agit pas d'y aller, d'en faire un et pas les autres. D'accord. Après, on peut avoir différents degrés d'implication dans les 23, forcément, les projets vont pas tous à la même vitesse, il y a des fois on ira plus vite dans certains que dans d'autres. Mais voilà, quoi. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade, déjà? Non, jusque-là, c'est clair. C'est très clair. Peut-être tu peux donner 1 ou 2 exemples sur les 23, des choses qui t'ont particulièrement parlé? Non, il avait prévu de dérouler les 23. Oui. Alors, numéro 1. Non, mais je vais reprendre. Alors, attendez, parce qu'il faut que je chausse mes bonnes lunettes, en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on va avoir sur les 23 objectifs? Voilà, il y en a un, par exemple, c'est le pourcentage, j'en ai parlé, le pourcentage de la consommation électrique en énergie renouvelable. Ça, c'est un objectif d'impact. C'est-à-dire que si on va par là, on se dit, OK, là, actuellement, peut-être que j'ai 100% qui est au charbon. En France, c'est assez rare quand même. Enfin, voilà. Et je peux décider que d'ici 3 ans, j'aurai 90% de mon énergie qui est du renouvelable. On a le fonctionnement non top-down. Ça, c'est un des objectifs d'impact. C'est-à-dire que toutes les personnes dans l'entreprise doivent pouvoir influencer la prise de décision dans l'entreprise. Il ne s'agit pas forcément de passer tout le monde en holacratie, mais en tout cas d'avoir des systèmes qui permettent donc aux salariés d'avoir une influence. On a la possibilité de télétravailler, par exemple. Sur l'employabilité, on a les moyens de formation. Est-ce qu'on donne les moyens à nos gens de se former suffisamment sur les sujets qui les intéressent, qui nous intéressent, qui correspondent à tout le monde, etc. Réduction de l'absentéisme. On a l'achat auprès de fournisseurs de proximité, engagés sur le plan social et environnemental. Donc on va faire attention avec qui sont nos fournisseurs finalement. Est-ce que nos fournisseurs finalement mettent leur argent dans les paradis fiscaux? Ça va pas le faire. Il va falloir. Et donc forcément, ça pose la question de la banque aussi. Je dis ça en passant. Voilà. Je l'ai dit, je l'ai pas dit. Et puis le pourcentage de résultats effectués et affectés aux salariés. Le pourcentage des résultats après impôt et la redistribution aux salariés, tout ce qui est affecté à la société civile. Enfin voilà, vous voyez, on a vraiment des impacts, des objectifs d'impact comme ça qui couvrent large et qui couvrent chacun des 3 principes éthiques. Ça va toujours? Oui. Voilà. Très bien. Et il y a un principe qui est très intéressant aussi, au-delà des 3 principes éthiques de la sobriété dans l'usage des ressources. Et ça va être ce qu'on appelle l'agencement en perma-entreprise. L'agencement en perma-entreprise, c'est le moment où on va prendre du recul et réfléchir à la manière dont on fait les choses pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres manières de faire la même chose, mais parfois peut-être de manière locale. C'est-à-dire, au lieu d'avoir toujours les mêmes fournisseurs pour les mêmes choses, etc., se dire que pour ce projet-là, finalement, je vais avoir ce projet qui va s'inscrire dans ce territoire. Donc ça peut être du territoire physique aussi, et se dire, dans ce territoire, je vais aller chercher des acteurs locaux, par exemple. Et au lieu d'aller chercher mes gens historiques qui sont à Budapest ou je sais pas où, à Pétaouchnok, je vais décider sur ce territoire-là d'aller prendre du local et d'aller identifier les différents fournisseurs et clients locaux qui peuvent créer une boucle virtueuse dans ce coin de territoire-là. Vous voyez, si je prends un exemple, même si je regarde un peu chez Norcis, par exemple, je vous ai dit, il y a plusieurs agences au niveau national. Toutes les agences fonctionnent pas avec les mêmes personnes. J'entends en termes de clients évidemment, mais en termes de fournisseurs aussi, c'est-à-dire qu'il y a une implication et une implantation, c'est ça le mot que je cherchais, une implantation de l'antenne dans le lieu où elle exerce, où elle travaille, quoi. D'accord. Et cet agencement, c'est quelque chose qui est vachement intéressant parce que du coup, ça permet vraiment de réfléchir à la manière dont on fait les choses. Donc, comment on arrive à passer en perma-entreprise? Évidemment, on peut se faire accompagner, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Sinon, il y a un bouquin, tout ça, je vous parle d'un bouquin qui s'appelle justement La perma-entreprise. D'accord? La perma-entreprise, donc de Sylvain Brezard, qui va vous expliquer en gros comment ça se passe. Mais finalement, le principe global, c'est tout part de la raison d'être. Donc,
C'est le point qu'on va faire avec les entreprises à mission, par exemple. Vous voyez, l'entreprise à mission, on en parle beaucoup en ce moment, mais l'entreprise à mission ou même la RSE ne vous oblige à rien. D'accord? Ça ne vous engage à rien, ça dit rien, et vous pouvez très bien choisir une mission que vous allez mettre dans vos statuts qui ne dit rien sur les conditions écologiques ou sociales dans lesquelles vous allez remplir votre mission. D'accord? Alors que la perma-entreprise va vous dire, oui, on va partir de la raison d'être, mais déjà dans la raison d'être, il faudra qu'on voit et le métier et cette implication durable, on va dire, à la fois envers les humains, envers la nature, et puis envers la sobriété dans l'usage des ressources. C'est-à-dire que ça devra apparaître quelque part, on devra le comprendre ou l'induire facilement de la raison d'être. Cette raison d'être, à partir de là, on va la challenger, en fait, on va réfléchir autour de cette raison d'être à partir de 12 questions, qui sont, enfin 12 principes de design, qui chacun de ces 12 principes de design a tout un tas de questions auxquelles on peut choisir de répondre à toutes ou certaines, mais qui vont nous aider à définir des enjeux. Okay, donc je prends ma raison d'être et je dis ma raison d'être, je vais la questionner à partir d'un corpus de questions qui vont me permettre ensuite d'aller trouver des enjeux pour mon entreprise à moi. C'est-à-dire un enjeu, ça peut être par exemple mettre en place une flexibilité du travail. Dans flexibilité du travail, après je vais avoir différents projets comme par exemple le télétravail, comme par exemple le fait de prendre en compte les contraintes des salariés. Et de se dire, bah ok, le salarié, là, il a un rendez-vous, il faut absolument qu'il se barre, bah je le laisse partir, parce que je prends en compte ses contraintes, et j'ai confiance, évidemment, c'est basé aussi sur la confiance, que derrière, il va rattraper ce temps-là. D'une manière ou d'une autre. Vous voyez, c'est des exemples comme ça. Donc, une fois que vous avez défini vos différents enjeux, et ben chacun de ces enjeux va donner lieu à des projets, lesquels projets vous allez déjà pouvoir faire un peu de perma-entreprise, puisque vous allez dire, bah chacun de ces projets-là, quel genre de personnes on a besoin d'avoir pour piloter ça, et quel genre de personnes on va avoir besoin, autour de ce projet-là, en termes de fournisseurs, de clients, de ressources, etc. Et donc faire déjà des petits agencements. C'est-à-dire que on va se retrouver finalement avec des petits îlots. C'est une espèce de, comme m'a dit quelqu'un une fois, c'est un peu un mode projet plus. Alors mode projet c'est un peu limité, mais vous voyez l'idée c'est de se dire, bah on va faire des îlots de production. Plutôt qu'avoir une usine à gaz énorme qui est située quelque part, on sait pas trop où, et ben là on va faire plein de petits îlots de production qui vont se répartir dans les territoires. L'idée encore une fois étant d'en avoir un impact social, sociétal, donc social avec les gens de l'entreprise, sociétal plutôt dans la société, effectivement, environnemental aussi. Voilà. Dites-moi dès que vous avez des questions. Non, mais c'est très, ta présentation est très complète et très, très claire. Du coup, est-ce qu'il y a déjà est-ce que lui, il a fait son entreprise comme ça? Alors, comment est-ce qu'il deal, et notamment avec ce que j'ai l'impression qui est le plus irritant, si j'ose dire, c'est-à-dire cette limite, quoi. Qu'est-ce que c'est exactement et comment qu'est-ce qu'il en dit? Alors, je connais pas assez bien la société de l'intérieur pour te répondre exactement à ça, mais j'ai prévu, je pense que je vais inviter Thomas Brozard, qui est la personne responsable de ça chez Norcis, pour qu'il justement il puisse répondre à ces questions sans raconter de bêtises, parce que je voudrais pas raconter de bêtises et faire dire des trucs. Mais alors, Norcis effectivement fonctionne comme ça. D'accord, ils sont passés en perma-entreprise. Ils étaient d'abord en performance globale et puis ils sont passés en perma-entreprise. Il y a d'autres entreprises maintenant. Je connais une autre qui s'appelle Nuageo, dont je connais bien le dirigeant qui est passé, qui a passé ce cap-là. Alors passer en perma-entreprise, encore une fois, ça veut dire faire ce travail sur la raison d'être. C'est au-delà de la société à mission, c'est-à-dire qu'on a notre raison d'être qui est inscrite dans nos statuts, et au-delà de ça, on a questionné ça vis-à-vis des principes de design. Ça nous a donné des enjeux, et on a différents projets qui nous permettent d'être, de nous auto, contrôler, d'accord, avec les indicateurs que sont finalement les 23 objectifs d'impact que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Ok. D'accord. Donc c'est ça le chemin finalement. Et mais voilà, mais c'est quand même une grosse transformation pour la plupart des entreprises. Après, moi ça me paraît pas forcément insurmontable. Évidemment, après on est dans le changement, on est dans la conduite du changement, donc c'est bien que c'est pas forcément facile non plus. Si on veut aller par là, forcément, si c'est juste top-down, ça marchera pas très très bien. Et puis on a bien compris que rien que par le fait que, puisqu'il faut donner la possibilité aux collaborateurs d'influer sur les décisions prises en entreprise, ça peut pas venir directement du patron. Il faut que ça soit soutenu par le patron, mais il faut que ça vienne des personnes, il faut impliquer les personnes. C'est-à-dire que si on décide de passer là-dedans, il faut aller chercher les salariés et leur dire, ok, qui y va, qui est intéressé par quoi, qui prend quel projet, quoi. Parce que c'est eux qui vont faire vivre ça. Mais donc il y a déjà des modèles, hein, et je vous ai dit, Norcis, plusieurs centaines de personnes, c'est du développement logiciel certes, c'est pas de l'industrie non plus, mais bon, c'est réparti un petit peu partout en France. Donc il y a déjà des entreprises, il y a quelques entreprises qui fonctionnent déjà comme ça.
J'ai bien aimé ce que tu as dit, notamment dans la partie on n'est pas obligé d'être en holacratie pour faire de la perma-entreprise. Tu peux développer un petit peu plus ce point? Ah oui, c'est-à-dire que tu peux l'holacratie, pourquoi j'ai parlé holacratie? Parce que holacratie, je veux dire, c'est très facile en holacratie de distribuer l'autorité et le pouvoir, en fait, puisque c'est le principe de base, quoi. Pour autant, d'ailleurs, je précise, on peut très bien faire une dictature totale en holacratie, hein. On dit juste, c'est moi qui ai tous les pouvoirs. Ça. Le truc, c'est que ça peut changer directement le mois suivant, mais je suis possible. Dans tous les cercles. C'est ça. Je contrôle tout. Mais bon, voilà, c'est pas le principe de base, évidemment. Mais non, on peut avoir une structure qui est, on va dire, plutôt pyramidal, mais on va quand même à quelque chose d'assez plat, c'est-à-dire que, ou même dans du pyramidal, il y a les instances de décision, les instances de décision vont forcément impliquer des gens qui sont pas des décisionnaires usuels. C'est-à-dire que dans les instances décisionnaires, on va avoir des salariés, forcément. On peut avoir des stagiaires, enfin des gens qui sont pas forcément, mais à partir du moment où ils sont dans l'entreprise, ils doivent avoir leur mot à dire sur tel ou tel genre de décision. Je trouve que c'est très intéressant de donner la parole à ceux qui sont impliqués et ceux qui ont envie de faire vivre le truc. Mais ce que je peux voir peut-être parfois comme travers de l'holacratie, c'est que tout le monde doit être impliqué et tout le monde doit prendre la pleine possession de ses moyens et de son poste. Et parfois des personnes qui sont ravies d'avoir juste un job alimentaire, entre guillemets, je viens, je fais mon boulot, je le fais bien et je m'en vais, ont pas forcément cette envie de s'impliquer dans les décisions de l'entreprise, dans le truc en disant bah non, vous faites ce que ça vous semble bien, vous êtes plus apte que moi à décider et moi je viens, je fais mon boulot, je le fais très bien et puis je rentre à la maison et je fais ma vie, peut-être je suis à 80%, peut-être que je me réalise ailleurs. Et c'est un équilibre qui me convient bien. Et je trouve que l'holacratie, elle respecte pas forcément, c'est moins facilement, on va dire, de ce que j'en connais, cette dimension-là des individus, ce qui, d'après ce que je comprends de la perma-entreprise, pourrait mieux fonctionner et pourrait respecter vraiment l'intégralité des manières de fonctionner des employés dans la structure. Ouais. Alors, perma-entreprise, c'est pas une gouvernance non plus, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment... Non, mais ça peut être justement des critères, même dans une gouvernance pyramidale, mais assez plat, comme tu l'as dit, avec des possibilités de remontée d'informations, ça fonctionne. Et là, pour le coup, on a plus... moi, j'entends qu'il y a presque derrière, alors je sais pas depuis combien de temps la perma-entreprise existe, mais c'est comme si derrière, il y allait avoir un label à un moment ou à un autre. Ouais. Et il y allait avoir quelque chose qui va sortir en disant ok, ça c'est une perma-entreprise, et les gens qui vont postuler dans cette boîte-là savent à quoi ils s'attendent un petit peu. Ouais. Alors de ce que j'en sais, ils sont pas forcément partis sur un label. Par contre, la marque est déposée. C'est-à-dire que perma-entreprise, c'est une marque déposée, donc on peut pas la mettre comme ça sur sa boîte et en disant je suis perma-entreprise. D'accord. Alors pour répondre peut-être effectivement sur l'holacratie, évidemment, oui, l'holacratie favorise les gens qui ont envie de prendre à bras le corps leur truc et de prendre leurs décisions eux-mêmes sans forcément avoir à en référer, etc. Mais on voit bien que pour le type de personnes que tu mentionnes qui n'ont pas forcément cette envie-là, ce qui se passe en général, c'est qu'ils contournent. C'est-à-dire qu'ils vont dire c'est mon rôle, etc. Je vais aller voir machin, je vais lui demander son avis. Et puis je vais aller voir machin, et puis tiens, je vais faire une réunion à 3 et on va faire un petit peu, je vais brainstormer, et puis je vais essayer d'obtenir un consensus, et à la fin je vais décider de suivre le consensus qu'elle a obtenu à 3. Donc, il y a un contournement du truc. C'est ça. Mais ça arrive. Voilà, ça arrive. Ouais, mais ce qui est un peu biaisé par rapport à l'ensemble du système. Parce que c'est tout le contraire de ce que cherche à faire l'holacratie. De ce que je comprends, hein, de ce que j'en connais. Non, comment dire, t'es pas obligé en holacratie, t'es pas obligé de grand chose. T'as quelques règles, effectivement. Mais, ça, c'est tout à fait ok de le faire. On a le droit de demander son avis aux autres. Après, ils ont le droit de pas vous le donner s'ils ont pas envie, mais, a priori, on va plutôt aller le donner. Mais, tu vois, on part du principe que, si tu veux faire, tu peux. Mais on n'interdit pas d'aller demander son avis à Pierre-Paul Jacques et de faire un consensus avec ça. Tu fais ce que tu veux. En tout cas, globalement, moi, je trouve ça très intéressant que quelqu'un ait cherché à appliquer les principes de la permaculture à l'entreprise. Pendant le confinement, dans mon petit appartement tout coincé, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur la permaculture que j'ai trouvé très inspirantes. Alors là, c'est pas les loups comme la dernière fois, mais le colibri. Et donc, vous connaissez l'histoire. Il y a un incendie. Tous les animaux de la forêt regardent le colibri en train d'attraper avec cette toute petite bouche, son tout petit corps, de l'eau pour éteindre l'incendie, en disant mais ça va pas marcher ton truc. Et le colibri qui répond je fais ma part. Et je trouve que c'est en tout cas une bonne source d'inspiration pour faire sa part, y compris dans le monde du travail.
qui pour l'instant, j'ai l'impression, s'était peu intéressé à c'est compliqué, à l'impact qu'il a sur l'environnement. Oui. Souvent, ce que je trouve justement difficile, c'est que souvent ce qui est proposé, c'est des théories de décroissance. Et je trouve que c'est extrêmement difficile de passer d'un modèle de croissance infinie à un modèle de décroissance. Et puis, je suis même pas sûr que le fait de prendre quelque chose qui est à 180 degrés, l'opposé de l'existant, soit vraiment super pertinent. D'abord parce qu'on sait que ça va être compliqué à mettre en place, parce que déjà faire bouger un peu les mentalités, les comportements, c'est déjà énorme. Alors leur faire un 180 sur une approche paradoxale, c'est encore autre chose. Mais là, ce que j'aime bien, c'est voilà, on n'est pas dans la décroissance, on est dans de la conscience. Et ça, c'est quelque chose que je vois se développer de plus en plus. Je trouve très chouette. Ça accepte, en tout cas, ça prend en compte, à mon sens, ce modèle, il prend en compte le fait que, oui, on sait que la fonction première, ou en tout cas une des fonctions importantes de l'entreprise, c'est d'abord de faire du profit, parce que de toute façon, si on fait pas d'argent, il n'y a rien qui se fait derrière. Je veux dire, on peut avoir tous les engagements sociétaux, environnementaux, ce qu'on veut, etc. Si on dégage pas d'argent, ça va pas durer longtemps, quoi. Donc l'idée, c'est quand même de durer. Et en fait, en regardant bien le modèle, on s'aperçoit qu'il faut quand même un minimum de marge. C'est-à-dire qu'en gros, si on fait moins de 10% de marge sur les produits ou les services qu'on vend, ça va être difficile de faire une perme entreprise. Parce qu'il y aura pas moyen forcément de, oui, parce que il y a plein de passages obligés, dans la perme entreprise. Je vous ai mentionné, le bilan carbone neutre, évidemment, la réduction des déchets, le choix des fournisseurs, le partage des résultats. Il y a aussi, la réduction de l'écart des salaires. Qui est quand même un des objectifs, je crois, d'impact, en tout cas. Donc ça, voilà. Ça, c'est peut-être un endroit où on peut dégager un peu de marge, du coup. Tu vois, il y a peut-être des choses à voir. Ouais. Il y a peut-être des choses à voir. Après, ça dit pas les chiffres. Mais c'est l'idée, c'est encore une fois d'avoir conscience de ça, quoi. Moi, ce que j'entends dans ce que tu partages là, sur cette notion il faut au moins avoir un certain pourcentage de marge pour pouvoir appliquer ça, c'est que finalement, c'est pas gratuit de faire une boîte. C'est-à-dire, oui, le but de la boîte, c'est de gagner de l'argent. Ça, c'est clair. Et puis, c'est le premier but de la société. Sinon, on a un hobby, on a une assoce, on a ce qu'on veut, mais c'est pas une société. Et deuxièmement, même lorsqu'on pense être à carbone neutre ou etc., on a toujours un impact sur les gens, sur la société, sur plein de choses. Donc, il faut forcément dégager de la marge pour pouvoir réinvestir cette marge dans justement dans tout ça, dans trouver l'équilibre. Et ça coûte de l'argent d'arriver à être neutre. Voilà. Ouais, c'est clair. Et non, mais on a des surprises. Alors toi qui es dans l'événementiel, évidemment, tu as un bilan carbone qui est intéressant, Geoffrey. Absolument, tout à fait. On travaille tout le temps. Il y a une marge. Ouais. On travaille tout le temps sur des événements avec des bilans carbone neutres. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Mais après, même dans des boîtes, vous voyez, comme Inexatis, on fait de la formation, il y a pas mal d'endroits où on peut améliorer nettement le bilan carbone. Alors qu'on n'y penserait pas forcément, parce qu'on dit on est dans le service, etc. Bon, mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Et après, il y a aussi, c'est un peu une pelote, mais je vais peut-être finir un peu là-dessus, mais c'est quand tu commences à dérouler un peu ça, le bilan carbone, c'est quand même un truc de fou, quoi, parce que t'as alors je crois que c'est en Chine qu'ils ont fait ça, je me corrigerai dans un prochain épisode sinon, mais pour compenser certaines activités, ils ont planté des arbres, donc plutôt sympa. Ouais. Le problème, c'est qu'ils sont plantés partout, même arbre, la monoculture, et je sais plus quel arbre c'est, mais c'est un arbre qui boit un maximum de flotte. C'est parce que c'est l'arbre, si tu veux, qui pousse le plus vite. Donc ils se sont dit, en 40 ans, on a amorti le truc, sauf que ils ont desséché, il y a plus de nappe phréatique, il y a plus de trucs, etc. Et puis monoculture, voilà, le truc est complètement bousillé là-bas. Donc il y a aussi de se dire, ok, comment vous faites le truc, quoi. C'est hyper compliqué. Ouais. Et je reviens sur cette notion de choix et de conscience. Je suis tombé sur une phrase d'Albert Camus que je vous propose, qui est ce n'est plus d'être heureux que je souhaite aujourd'hui, mais simplement d'être conscient. Voilà. En souhaitant que ça nous rende heureux. Eh ben on va rester là-dessus. Ouais, éventuellement. On va rester sur cette belle phrase. Et méfions-nous, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Ouais. Bye bye. Ciao. Merci. Pro et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire, soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.